Mesdames et messieurs, fidèle à l'ambition de rendre le citoyen acteur du devenir de notre commune, notre liste a déjà tenu 3 réunions publiques, des réunions de quartier, mais également 4 réunions thématiques, une avec les commerçants, les artisans, les professionnels de santé, une autre sur la viticulture, une autre avec les associations et une autre avec les jeunes, parce que nous n'oublions pas les jeunes qui sont l'avenir, notamment de la commune. Toutes ces réunions nous ont permis d'échanger, d'affiner, voire de corriger certaines propositions. Et vu que nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite avant le premier tour, Jean-François Pescador vous présentera ce soir une synthèse de tout ce travail collectif. Bien évidemment, comme à l'habitude, vous pourrez prendre la parole ensuite. Mais avant tout cela, je laisse la parole à un duo, Marie-Hélène Villien et Arnaud Villa, duo qui est chargé de vous présenter l'ensemble des colistiers de Banyuls Avenir Citoyen. Merci. Bonsoir, on va essayer de faire au plus rapide. Éric Buzu, 60 ans, commerçant retraité, président de l'association Vent du Sud, organisation d'expos, concerts, soirées à thème, enseignant d'art martial, auteur de Ormacaor au cœur d'émeraude sur le site Joseph et l'Étoile du Berger. Bonsoir à tous, je suis donc Chantal Mérignac, 52 ans, professeur de français, né à Banyuls et très attaché à son village, investi au quotidien dans son métier où elle accompagne des adultes étrangers dans l'insertion sociale et professionnelle. Très sensible aux questions environnementales, elle souhaite voir son village s'inscrire dans une véritable écologie de l'action et un destin durable. Thierry Fons, 62 ans, originaire de Banyuls, directeur d'usine et de marque au sein du leader européen de la protection solaire et fleuron de l'industrie catalane, secrétaire fondateur du Cercle des Singuliers, aide aux jeunes talents du Conservatoire de Perpignan, passionné de musique et toujours musicien, attiré par les structures de soutien et de conseil aux créateurs d'entreprises. Sylvie Pugnot, 70 ans, enseignante à la retraite, agréée de sciences physiques, docteur en chimie, a été militante syndicale pendant toute sa vie active et élue au conseil d'administration de l'Université de Paris-Est Créteil, participe aux associations Génération Banyuls, Culture et Patrimoine en Côte-Vermeille, a contribué au livre sur la pouponnière de Banyuls, intéressé par la littérature, le cinéma et la voile. Guy Rivals, 73 ans, retraité des télécommunications. Il est très impliqué dans l'humanitaire et préside de l'association Échange et Partage, actuellement en déplacement au Sénégal, le pauvre. Quel bonheur de te présenter. Marie-Hélène Villien, à mes côtés, 61 ans, retraitée de l'Éducation nationale, membre fondateur avec son mari, Marie-Josée Pérez, Jean-Marie et Françoise Bonafos du club de GRS de Banyuls, particulièrement intéressés par l'environnement et l'éducation. Michel Franqueza, 65 ans, directeur d'école à la retraite, ancien responsable syndical de la FSU au niveau départemental et régional, militant politique, pacifiste et antiraciste, élu d'opposition à la mairie de Perpignan en 2008-2009. Bianca Florelli, 67 ans. Après les Beaux-Arts, elle devient céramiste. Installée à Banyuls, elle organise des stages de poterie dans son atelier de la rue Saint-Pierre. Mohamed Benatia, 45 ans, agent de maintenance, il est éducateur sportif bénévole, activement impliqué au quotidien dans la vie associative et sportive du village auprès des jeunes qu'il encadre et accompagne. Il préside le football club de Banyuls-sur-Mer et est le fondateur de l'académie de football de Banyuls. Mercedes Pairé, 59 ans, Banyulinque depuis 1978. Elle est responsable logistique à l'EHPAD, résidence Vincent Azema. Mère de famille et mamie épanouie, elle est très impliquée dans la fonction auprès des personnes âgées et passionnée par la transition intergénérationnelle. Elle milite au sein des Amis des Animaux.
Arnaud Villard, 43 ans, directeur de village de vacances depuis 17 ans au comité central d'entreprise de la SNCF. Travaille dans le tourisme populaire et social depuis 22 ans. Militant et élu syndical dans l'entreprise, plus particulièrement sur les questions de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, référent national handicap au CCE, a travaillé à la mairie de Bagnols-sur-Mer en tant qu'emploi jeune et a participé à la création de la Maison des Jeunes et du Point Information Jeunesse en 1999. Il a eu en charge l'ensemble des équipes de handball pendant 5 ans et mis en place le handball sur la plage en 2000. Anne Federer, 74 ans, cadre de santé à la retraite. Elle est très impliquée dans la vie associative locale. Génération Bagnols, atelier peinture du BEA, chorale Libéramé, Orphéon, fête des vendanges, Bagnols Rando. Elle est titulaire du brevet fédéral d'animateur randonnée. Son expérience de la gestion des services de soins l'a conduite à côtoyer des publics et des équipes pluridisciplinaires avec lesquelles la concertation était indispensable. Karl, 70 ans, désolé, ingénieur à la retraite, il est bien connu des Bagnoulins pour ses vidéos publiées par Bagnols Info. Marie-Océane Portal, 34 ans, maman au foyer de 3 enfants en âge scolaire, originaire de Bagnols, titulaire d'un diplôme en vente et action marchande, trilingue, français, espagnol et catalan, actuellement en stand-by professionnel pour cause de maladie invalidante. Elle s'investit pleinement dans la vie et la réussite scolaire de ses enfants, et en particulier dans les projets de leurs écoles. Elle dit, passionnée d'art, d'architecture et de mode. J'aime les longues balades sur les sentiers de nos superbes paysages environnants. J'essaye de transmettre à mes enfants les valeurs simples de la vie et ce que peut nous offrir notre si belle et si riche région, et tout particulièrement notre cité Bagnols, en termes de qualité de vie et d'environnement. Elle est aussi, investie dans la défense des services publics et tout particulièrement les transports et la santé. Jean-Claude Mérieux, 78 ans, 79 aujourd'hui. Deux erreurs, ni 77, ni 78, 79. Commerçant à Bagnols, à la retraite, il a été cadre, responsable d'un bureau d'études, président d'un club omnisport de 2000 licenciés en région parisienne, maître nageur bénévole à la piscine de Colombes et pompier de Paris. Aujourd'hui, bénévole dans plusieurs associations et président du club pétanque, élu dans l'opposition du mandat Red et Solé. Anouk Rossel, 47 ans. Elle était chef de projet pour une grande entreprise de télécommunications où elle représentait le personnel, une autre au CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, actuellement en recherche d'emploi. André Mariotti, 72 ans, retraité de l'enseignement, professeur d'histoire-géographie, chargé de l'orientation scolaire en tant que MGI, Mission Générale d'Insertion, éducateur de rugby auprès des jeunes du BOA Rugby, puis dirigeant de ce club pendant 10 ans, président de l'IFE, Information, Formation, Emploi, avec en charge 5 chantiers d'insertion depuis 2002, président de Bagnols Fête des Vendanges depuis 10 ans, association qui organise une des fêtes majeures du village, conseiller municipal puis adjoint au maire chargé du social, de la jeunesse et des affaires scolaires pendant 12 ans, vigneron cultivant ses 3 hectares, intéressé par l'agriculture, l'urbanisme et l'animation. Colette Lemoine, 67 ans, journaliste indépendante, spécialiste des questions économiques, et plus particulièrement le logement, d'habitat et d'urbanisme. Elle est impliquée dans les associations culturelles, Maison de la Sculpture, Culture et Patrimoine en Côte-Vermeille, amie du laboratoire Arago, elle milite aussi dans le monde du handicap. Cédric Mathéo, 39 ans, il est guide conférencier et reconstituteur historique. Titulaire d'un titre professionnel d'assistant chef chantier dans le gros œuvre, d'un certificat professionnel d'artificier en extraction-démolition et d'une licence de gestionnaire de transport routier de voyageurs.
membre d'une association théâtrale à Banyuls et importateur à l'échelon départemental du mouvement de reconstitution historique sur la thématique de la guerre de sécession. Monique Fontenot, 65 ans. Elle a travaillé durant 35 ans au secteur HLM dans la région parisienne. Gestion locative, juridique, conseillère sociale, responsable du pôle social, médiation et prévention santé. Elle continue à œuvrer par des actions sociales. Elle est élue au conseil syndical de Castelbert. À la retraite, elle habite le village depuis 3 ans. À l'écoute et ouverte aux suggestions de la population, son engagement veut encourager le maintien du lien social et rompre l'isolement et promouvoir la participation de tous les habitants. Jean-Christophe Jose, 50 ans, vigneron et viticulteur sur le cru Banyuls, titulaire d'un diplôme universitaire technologique de chimie et un brevet professionnel de responsabilité d'entreprise agricole, membre fondateur et président de l'association Tots Ligats, qui regroupait les coopérateurs du GICB mécontents de la gestion sous la présidence de Jean-Michel Solé. Annie Brossat, 57 ans. Elle est enquêtrice à la direction des douanes. A occupé différentes fonctions dans l'administration, dont l'encadrement et la gestion du personnel. Retraitée en juin 2020. A travaillé dans le secteur privé des assurances. Elle a été candidate aux élections municipales sur la commune de Bagnols-sur-Mer en 2001 et 2008. Oui, mais c'est toi. Ah, c'est lui. Brice Sanac, 30 ans, hôtelier-restaurateur à Banyuls. Il est diplômé, master, en communication publique et politique. Président du syndicat patronal des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration des Pyrénées-Orientales, tourisme et port sont ses priorités. Marie-Josée Pérez, 61 ans, native de Banyuls. Elle est préparatrice en pharmacie à Port-Vendre. Elle est engagée dans la vie associative sportive. Elle a créé le club de gymnastique rythmique et le gérera pendant 20 ans. Conseillère municipale d'opposition de 2008 à 2014. Déléguée à la commission portuaire, elle donne l'alerte sur la catastrophe environnementale, écologique et financière des premières études sur le port. Elle est à l'origine du collectif pour la sauvegarde de la baie de Banyuls. Elle porte un intérêt particulier à la transition écologique pour son village natal. Dominique Baudry, 74 ans, enseignant retraité, milite dans le secteur associatif de Banyuls, Génération Banyuls, Culture et patrimoine en Côte-Vermeille, Échange et partage, Amis du laboratoire Arago, Association pour la protection de l'Anse-Perfit, auteur d'ouvrages mémoriels, La Pouponnière de Banyuls et le Sana de Banyuls-sur-Mer. Marie-Françoise Sanchez, 62 ans. Installée avec son mari Richard dans les Pyrénées-Orientales en 1998 et à Banyuls en 2001, et de manière définitive depuis 2008. Juriste de formation, elle a travaillé 5 ans à l'office HLM de la Courneuve et intégré ensuite EDF. Elle y a exercé des fonctions de relationnel avec les collectivités locales, notamment la coordination des travaux. En 1998, elle a orienté sa carrière vers les activités sociales de l'énergie. Elle a été directrice adjointe de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, puis en charge de la filière prévention, même chef de projet grippe aviaire. Et désormais, elle gère les achats informatiques de la CCAS. Durant toutes ces périodes, elle a eu une activité militante importante, aussi bien syndicale que politique. Elle aspire aujourd'hui, à 1 an de sa retraite, à mettre ses compétences, sa connaissance des rouages administratifs, son énergie et son sens de la négociation au service de son village. Et Jean-François Pescador, 59 ans. Il est cadre chargé du développement commercial dans une entreprise de transport ferroviaire. Titulaire d'un DUT gestion logistique et transport et titre européen en sécurité et transport. Membre de l'association Échange et Partage. Militant pendant 20 ans au sein de la FCPE, Fédération du Conseil des parents d'élèves. Parents élus et réélus au sein des différentes structures scolaires, écoles, collèges, lycées, foyers sociaux, éducatifs. Et... Allez-y. Donc, comme annoncé, c'est Jean-François Pescador qui va prendre la parole maintenant. Merci à tous, merci à Marie-Hélène, à Arnaud, merci à Michel de cette introduction.
Alors, ce soir, ça va être un petit peu spécial. En fait, plutôt qu'une synthèse de l'ensemble de notre programme que vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres, je vais plutôt essayer d'insister sur certains points qui nous a semblé important de rappeler, et donc qui ouvriront ensuite le débat, même si vous voulez poser des questions sur d'autres points. Je voulais vous dire donc depuis 6 ans, est-ce qu'il vous a semblé qu'on vivait mieux à Banyuls? Depuis 6 ans, est-ce qu'on circule mieux à Banyuls? Depuis 6 ans, est-ce qu'on se gare mieux à Banyuls? Est-ce qu'en 6 ans, les commerces ont prospéré à Banyuls? À toutes ces réponses, ma réponse est non. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons eu envie de se présenter à vous. Certains signes doivent nous alerter, vous alerter. Le manque de vitalité de notre village est certain. On note la perte des classes à l'école. D'ailleurs, la capacité d'accueil a été réduite en y installant la cantine. Si demain, nous avons d'autres enfants qui s'inscrivent à l'école, le problème se posera de savoir où nous allons créer ces classes. Nous avons des problèmes aussi à la crèche. La crèche est pas tout à fait est en peine à trouver des enfants. Pardon, excusez-moi. Les commerces qui ferment, en premier lieu la maison de la presse. Essentiel de casser cette spirale de l'échec dans les commerces. D'abord, en plaçant au cœur de notre projet notre slogan, la démocratie participative. C'est mettre le citoyen acteur de son destin. Nous avons rencontré pour certains dans vos quartiers ou au travers de nos réunions thématiques, comme le rappelait Michel tout à l'heure, au niveau de la viticulture, de l'artisanat, du commerce, des associations, des jeunes. D'ailleurs, la réunion avec les jeunes a été une réunion particulièrement riche. Les jeunes nous ont posé pas mal de problèmes auxquels nous avons tenté de répondre, mais auxquels nous pourrons trouver des solutions à partir du moment où nous serons élus. Il y avait notamment le passage de la mission locale de la jeunesse qui ne passe qu'une fois tous les 15 jours et qui était bon de faire passer beaucoup plus souvent. J'ai noté dans le débat, dans le discours de M. Solé, qu'il ne pratiquait pas la chasse aux sorcières. Nous avons eu tout au long de cette campagne l'occasion de croiser des personnes à qui nous sommes allés demander une participation dans la liste ou une participation toute simple à une réunion. Et souvent la réponse qui nous a été donnée, non, j'ai une profession libérale, non, j'ai ma femme qui cherche du travail, non, j'ai mes parents qui ne veulent pas qu'on se mette en avant vis-à-vis de M. Solé. Sachez que demain, si notre équipe est en place, ce règne de la peur, cette façon de gérer une commune ne sera plus notre tasse de thé. Excusez-moi, je cherche mes mots, mais... Je vais vous reparler de la revitalisation du centre-ville. On aimerait aider à l'installation de nouveaux commerçants. Comme je vous l'ai déjà dit, la maison de la presse qui a fermé ses portes cet hiver est un des secteurs identifiés. Mais nous avons aussi remarqué que, par exemple, il serait bon d'avoir une cordonnerie, un précis, un loueur réparateur de cycles. Si vous avez lu notre programme, notre vœu le plus cher, c'est d'installer des pistes cyclables. Donc, il serait de bonne loi que le loueur réparateur de cycles s'installe. La création de nouveaux parkings, c'est quelque chose qui a ouvert le débat, parce qu'en fait, ce qu'on voudrait avant tout, c'est pérenniser le parking du marché. Tout simplement 2 fois par semaine, et c'est une chance à Banyuls d'avoir un marché 2 fois par semaine. Ce marché empêche les véhicules de se garer. Donc ce que nous voudrions, c'est le déplacer un petit peu, et je tiens à préciser, nous voulons faire un essai, si la chose s'avérait pas recevable, ou si ça ne présentait pas d'intérêt majeur, nous ferions en sorte de le remettre en place, mais au moins faire un essai. Et nous avons pensé, maintenant vos suggestions seront toujours les bienvenues, nous avons pensé qu'en démarrant de la rue Saint-Sébastien, en allant vers la rue Saint-Pierre et en utilisant la rue Saint-Pierre comme connexion avec la place et la grande esplanade qui est maintenant sur le front de mer, nous pouvions installer
un marché qui pourrait éventuellement aussi attirer les personnes de l'extérieur. Nous avons remarqué quand nous distribuons nos tracts le dimanche que pas mal de personnes viennent des autres villages parce que nous avons cette chance d'avoir le marché à Banyuls. Si nous le recentrons sur le centre de village, il est certain que les cafetiers et les restaurateurs profiteront de cette manne et donc ça pourra permettre de faire rester les gens un petit peu plus longtemps. Nous voulons autour de ce marché organiser des animations, bon, pas des grandes foires, mais éventuellement un petit orchestre qui passe dans les rues, éventuellement une petite animation sur le kiosque de la place Paul Rech, quelque chose qui permettrait justement de lier l'ensemble de ce qu'on a prévu de faire autour. Nous voulons aussi essayer de redynamiser tout l'aspect habitat au centre-ville. Donc il y a à la fois l'habitat locatif et l'habitat en propriété. L'habitat ancien, par le biais de l'Agence nationale pour l'habitat, peut permettre de recevoir des subventions. Donc, grâce à ces subventions, les propriétaires peuvent éventuellement donc rénover en partie leurs appartements, leurs maisons. Et on pourrait compléter justement ces travaux-là par les subventions qui sont fournies par la communauté de communes au niveau des façades. Mais le devoir d'une commune, c'est aussi de prévoir. Donc, il y a souvent des maisons ou des appartements en vente. Et sachez que dans les commissions urbanisme, donc qui passent les ventes, le premier préempteur pour une commune, c'est la mairie. Donc, on peut très bien préempter certains appartements ou certaines maisons pour les convertir en habitation à loyer modéré, pour essayer de fixer dans le centre-ville des personnes qui sont en recherche d'appartements. Nous avons ouvert un grand dossier sur la viticulture. Nous avons la chance d'avoir Jean-Christophe dans notre équipe, qui est à la fois vigneron et viticulteur, qui de plus reçoit beaucoup de monde grâce à son exploitation, il partage beaucoup il y a beaucoup d'échanges avec d'autres viticulteurs et avec des personnes venues, des touristes. Et donc, il est bon pour notre vignoble, et c'est les remarques qui reviennent du terrain, de faire en sorte que nos routes, les routes d'accès à notre vignoble, soient bien entretenues. C'est malheureusement pas le cas, et souvent c'est fait dans l'urgence quelques jours avant les vendanges. Il faudrait que ça soit quelque chose qui se fasse tout au long de l'année. On pourrait d'ailleurs même associer cette réfection des routes du vignoble à une route donc, qui ne devrait pas être une arlésienne. C'est la route qui part du col de Père-Carner et qui passe par la commune d'Elmas et qui permet d'arriver donc jusqu'aux grandes caves de Banyuls et dans la continuité jusqu'au supermarché Carrefour. Ça permettrait aux habitants des quartiers hauts de Banyuls, tous ceux qui habitent au-delà du Mazrech, de passer éventuellement, quand ils seront à Perpignan, par une route qui serait plus directe que la traversée du village, et de fait, désenclaverait un petit peu toute cette partie du quartier. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de créer un groupe foncier viticole. J'en parlerai peu, je pense que les personnes sont plus à même de vous expliquer, mais un groupement de foncier viticole, c'est mettre en commun toute la partie foncière et essayer de trouver des personnes qui entretiennent ces parcelles. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur Banyuls un jeune viticulteur qui a créé son entreprise et qui mène de front pas mal de travaux pour les autres dans les vignes. C'est une bonne initiative, c'est peut-être une initiative qu'il faut aussi démultiplier. Et donc, dans cette création d'un groupement de foncier viticole, nous pourrions éventuellement penser à ça. Nous avons aussi parlé de la poursuite de la mobilisation de l'IFE en partenariat avec le CCAS. Le CCAS est donc le Centre communal d'action sociale et propriétaire donc de pas mal de terres agricoles, et il serait bon, en partenariat avec l'IFE, de faire en sorte de les entretenir. On nous a parlé, certains agriculteurs, de jeunes agriculteurs, ont le souhait de s'installer sur Banyuls. On pense qu'un viticulteur
il va à la vigne couper les sarments, éventuellement couper les raisins au moment de la vendange, quelquefois arracher un petit peu d'herbe entre les deux. Mais un viticulteur, il a aussi de temps en temps envie de faire son propre vin. Et donc, ces jeunes agriculteurs nous ont demandé d'avoir éventuellement un espace où ils pourraient s'installer. Il y a eu par le passé 3 jeunes viticulteurs qui s'étaient installés au Maasrecht. Le Maasrecht aujourd'hui est dédié à autre chose, on en reparlera, mais ce lieu ne pouvant pas être utilisé par les jeunes agriculteurs, les jeunes viticulteurs, nous avons pensé qu'il serait bon peut-être de leur trouver un lieu. Plusieurs lieux sont possibles, notamment dans la cave de Matifo qui vient d'être préemptée par la commune. Peut-être qu'on pourrait y installer quelques viticulteurs. On a à chaque période de vendange un problème avec l'hébergement pour les vendangeurs. Ce problème d'hébergement pourrait être réglé si nous avions un bâtiment. Donc nous avons pensé tout naturellement un bâtiment qui est aujourd'hui en friche, qui est le bâtiment d'Elf-Aquitaine. Ce bâtiment d'Elf-Aquitaine, bien sûr, il ne pourra pas vivre uniquement avec l'hébergement des viticulteurs, des vendangeurs, pardon. Il faudrait y associer d'autres possibilités. Donc nous avons pensé que peut-être pour les jeunes qui viennent faire la saison à Banyuls, donc on pourrait éventuellement trouver un public qui soit intéressé par cet hébergement, mais cela ne constitue que 2 à 3 mois de l'année. Il nous faut forcément trouver à meubler les 9 autres mois. Donc nous nous attacherons à cette tâche. Il y a bien sûr les randonneurs qui sont très fréquemment croisés à Banyuls, mais ça ne suffira peut-être pas. Donc il vous faut à tout prix trouver quelque chose pour arriver à faire vivre ce bâtiment qui est aujourd'hui en friche. Vous avez sûrement entendu parler de l'école de la sommellerie. On ne va pas revenir dessus. Nous sommes sceptiques sur sa réalisation, sur son usage. Pour le moment, on vous a parlé des locaux, on ne vous a pas parlé de la vie qu'il devrait y avoir dans cette école de la sommellerie. Donc je passerai très vite là-dessus. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'on en fera un beau bâtiment, que le bâtiment va être arrangé. Mais nous y verrions plutôt, nous, une vraie fondation du Cru Banyuls. Dans la vraie fondation du Cru Banyuls, et pour y accueillir en son sein la confrérie du Cru Banyuls, le syndicat du Cru, éventuellement les représentants des caves particulières ou des caves coopératives. Tout ça au sein d'un même bâtiment, donc qui permettrait de mettre en synergie toutes ces bonnes volontés. Vous avez au cours de nos réunions eu l'occasion d'écouter Cédric, qui est là-bas au fond, qui vous a parlé de la mise au repos. Il a fait un travail énorme, dont j'ai une petite synthèse ici, mais je ne vous la dirai pas. Il a fait une belle présentation. Alors ce travail ne se veut pas un travail de spécialiste. C'est un travail d'habitant de Banyuls qui a identifié tous les problèmes qu'il y avait, qui a répertorié tous les faits historiques qu'il y a eu sur les problèmes d'inondation de Banyuls, qui a identifié, grâce à toute la littérature scientifique qu'on peut trouver sur Internet, qu'une grande partie du plat de Banyuls, où vivent 2600 d'entre nous, est placée en zone à risque. Je pense que si une municipalité ne s'occupe pas de ce problème, on peut parler à cet instant de mise en danger de la vie d'autrui. Je voulais conclure par quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui a été souvent présenté, certains dans l'assistance y ont travaillé, c'est le laboratoire Arago. Le laboratoire Arago est quelque chose de précieux à Banyuls, précieux dans nos cœurs. C'est un des plus grands employeurs du village. C'est aussi une façon d'entendre parler de Banyuls à l'extérieur. J'ai vu encore dernièrement, après que Tara soit parti de Banyuls, où il était pour la fête des vendanges, je l'ai vu amarré à Paris, et les mêmes personnes qui travaillent à Banyuls étaient interviewées sur le pont, juste devant la Tour Eiffel. Donc, le laboratoire Arago est un partenaire qu'il faut chérir, parce qu'aujourd'hui, le laboratoire Arago, au-delà de l'aspect scientifique qu'il véhicule, a un côté qui deviendra peut-être industriel,
en tout cas donc, des startups qui sont installées pour des travaux. Ce dont on a entendu le plus parler, c'est les travaux sur la recherche donc, des microparticules de plastique qu'on retrouve dans tous les animaux en suspension dans l'eau. Donc nous avons l'idée, puisque c'est quelque chose qui nous est remonté, de faire en sorte que ces startups, donc qui, au-delà de l'incubateur qui se trouve au sein même du laboratoire, sont obligés de s'externaliser. Et donc, c'est trouver le moyen de les aider, de les accompagner pour qu'ils puissent s'installer à Bagnols et de fait qu'ils restent tout près de leur organisme d'origine. Et enfin, pour clôturer cette petite présentation des points qui nous semblaient le plus importants, vous avez noté quand vous vous promenez sur les chemins de l'arrière-pays bagnolais, comme je vous le disais, le problème des vignes qui ont été abandonnées, donc ces vignes-là qui peut-être ne reverront jamais le jour, ces vignes-là, c'est des terres agricoles, c'est pas des terres constructibles, c'est peut-être des terres que nous pourrions utiliser à d'autres fins. Il nous est venu l'idée que peut-être en partenariat avec le Biodiversarium, nous pourrions éventuellement rechercher autre chose que de la vigne à y planter. Je pense à du thym tout simplement, mais ça peut être de la lavande. La Provence n'est pas si loin et cultive cette essence, mais on nous a parlé aussi de plantes médicinales. Donc l'idée est lancée et je pense que si nous sommes élus, nous ferons en sorte de partager ces idées avec les personnes responsables du Biodiversarium. Je ne vais pas être plus long pour vous donner le plus longtemps la parole. C'est aujourd'hui, donc, là, pour nous, la fin de cette campagne du premier tour. Écoutez, si notre programme, si nos candidats vous ont plu, si vous-même êtes convaincus, si vous-même arrivez à convaincre vos voisins, vos amis, votre famille de voter pour nous, ben écoutez, on s'économisera peut-être le 22 mars et le 15 mars au soir, nous serons élus. Voilà, merci à tous, merci de votre confiance, merci de votre écoute. Questions, précisions, opinions différentes, tout est possible. J'avais une question que j'ai posée aux candidats des différentes élections municipales à Bagnols. Pour la gestion de l'eau, on n'a qu'un seul souci, se dépêcher de mettre l'eau à la mer. Or, avec le climat qui est en train d'aller vers le sec en été, sur des durées qui sont très longues, on va manquer d'eau, c'est évident. Alors, plutôt que de se dépêcher de l'envoyer à la mer, ça serait peut-être bien de favoriser sa rétention dans les parties hautes du relief. Ça limiterait les cascades dramatiques en cas d'inondation, ça permettrait d'avoir une infiltration profonde dans les nappes phréatiques. Alors, est-ce qu'il y a des projets ou de mini-barrages ou d'installation de ce genre dans la vallée? Alors, vous donnez une réponse, vous scientifique, moi gestionnaire, difficile de vous répondre à ça. Sachez que dans le cadre de la mise hors eau, nous avons réfléchi à la mise en place de différents barrages écrêteurs. Réfléchir ne veut pas dire les construire. Comme je vous disais, c'est un travail qui a été fait par des personnes vivant à Bagnols, mais qui n'ont pas une compétence technique sur ce thème-là. Vous venez de rajouter une page à l'étude que nous avons menée et à cette étude que nous confierons à un cabinet spécialisé sur la question. Mais c'est une très bonne idée. Cédric. Je donne le micro à Cédric qui veut compléter la réponse. Merci pour votre question, parce que peu de gens s'intéressent justement à la mise hors d'eau. Alors j'ai beaucoup planché sur le dossier, hein. Je suis depuis le mois de décembre, jour et nuit. La DDTM,
avait préconisé 24 barrages écrêteurs. Sont réalisables selon elle 12. Aujourd'hui, on dispose de 4 barrages écrêteurs et de 3 retenues collinaires. Donc, ces barrages écrêteurs n'ont pas été entretenus depuis des années. Ils sont tous ensablés, à l'exception des deux barrages écrêteurs qui se trouvent en amont de la Baillerie au niveau du Terrace. Avec un peu d'entretien, forcément, ils vont remplir leur rôle et ils pourront être utiles, notamment à retenir l'eau et pour pouvoir peut-être l'exploiter. J'ai étudié la manière dont on construit les barrages écrêteurs. Donc aujourd'hui, je propose de mettre à l'essai 4 barrages écrêteurs, mais intelligemment construits. Si vous prenez les barrages de la Rouvière, il s'agit de deux timbres-postes qui sont situés dans des étranglements. Donc en fait, à part de s'ensabler, ils ne servent pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est construire 4 barrages écrêteurs en amont des zones habitées et en aval de grands plats qui peuvent servir de bassin de rétention. On en a des grands plats, il suffit d'aller sur Google Earth ou sur Google Maps, vous regardez la Baillerie vue du ciel et vous vous apercevrez qu'il y a d'énormes grands plats qu'on peut utiliser. Souvent ce sont des vignes, mais dans le Narbonnais ils le font, les vignes sur l'île, il n'y a pas de problème avec ça. Donc les barrages écrêteurs, je veux souligner juste ce qu'avait dit M. le maire lors de sa dernière réunion publique. Sa crainte, c'était qu'un des barrages cède, comme ça s'est produit dans l'Aude avec une digue, et ce qui a entraîné 15 morts. Une digue, ça n'est pas un barrage écrêteur. Il y a des questions à se poser. Comment était faite la digue? Dans quel matériau? Quelle était sa résistance au cisaillement? De quand est-ce qu'elle datait? Un barrage écrêteur, c'est fait avec du béton précontraint. C'est fait pour résister à une certaine force qui est calculée. Donc il faut le faire intelligemment, les barrages écrêteurs. Il y a le problème également du cisaillement de l'eau sur le limineur, pardon. C'est-à-dire la sédimentation qui n'est pas conduite par les barrages. Aujourd'hui, il existe des barrages qui sont majorés par le bas pour que les sédiments puissent circuler, en complément d'un entretien régulier de ces barrages écrêteurs. Donc, du moment qu'on construit intelligemment des barrages qui permettent de véhiculer la sédimentation avec des bassins de rétention tout autour, oui, il est possible de pouvoir exploiter l'eau. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment on récupère l'eau. Mais des solutions, il y en a. Après, forcément, ce que je propose là, ce ne sont que des idées. Je ne suis pas spécialiste, j'ai fait un peu d'ingénierie béton, je sais comment monter des édifices, je sais comment les démolir, mais après, je ne suis pas un spécialiste des barrages. Ceci dit, je me suis quand même entretenu assez longuement avec la DDTM et avec le SMIGATA pour avoir des réponses. Et apparemment, ce que je viens de dire, c'est ce qui semble le plus intelligent à faire. Donc, des barrages écrêteurs, oui. Des bassins de rétention, oui. Et pourquoi pas, oui, effectivement, exploiter l'eau qui resteront derrière les barrages écrêteurs. Voilà. Merci Cédric de ces précisions. Qui souhaite enchaîner? Je trouve votre idée d'utiliser les vignes en friche pour d'autres cultures, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que la vigne c'est bien beau, mais c'est de la monoculture. Et on connaît les inconvénients de la monoculture. Appauvrissement des sols, etc. Donc, vraiment c'est une idée à exploiter sérieusement. Cette idée de faire autre chose que de la vigne à Bagnous. Notre but premier n'est pas de changer la monoculture pour autre chose. Et c'est vraiment d'utiliser ces vignes qui aujourd'hui sont laissées en friche pour faire autre chose. Ça peut être un test, ça peut être sur une petite surface, comme ça peut devenir quelque chose de plus important. Nul ne le sait. Mais je compte beaucoup sur le biodiversarium, parce que c'est vraiment eux qui peuvent identifier les essences qui seront le mieux adaptées à ces terres-là, qui sont des terres assez pauvres. Savoir qu'une vigne, un cep de vigne, va puiser son eau très très profond. Donc il faut à tout prix trouver des essences qui puissent se contenter de cette terre pauvre. Oui, mais en même temps, c'est un début de polyculture. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, une personne un peu plus érudite que moi sur la question des plantations m'a soufflé l'idée des plantes médicinales. C'est quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé. J'avais pensé spontanément et tout naturellement au thé. Voilà, et nous aurons aussi du miel, comme le souligne Monique, nous aurons du miel de thé. Ouais. Je pense à André. D'autres questions, d'autres problématiques?
D'autres précisions éventuellement, ou d'autres idées? Ou sinon, je vous en raconte une. J'ai croisé 2 personnes dans Bagnoul cette semaine, bon, sûrement des personnes qui revenaient du banc des sénateurs. Et il y en a une qui dit à l'autre, ça sent le goudron. Et l'autre lui répond, non, non, ça sent les municipales. Oui, il y avait une chose qui m'a interpellé, c'est le problème de la baisse d'activité de la rue Saint-Pierre et de la perte des commerces. Alors, ce n'est pas un problème, enfin, de mon point de vue en tout cas, qui est particulier à Bagnols. À partir du moment où on met une grande surface, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, on siphonne les commerces. Et ça se fait partout. Pourquoi les grandes surfaces ont-elles un succès? La réponse est simple. Les gens peuvent venir en famille, en voiture, faire leurs courses et stationner. Parce que dans les rues du village, effectivement, on peut venir à pied, c'est certes assez agréable, mais quand vous avez peu de temps et beaucoup de colis à transporter, c'est pas très gérable. C'est comme ça. C'est une question que nous nous sommes posées. C'est vrai qu'on a l'impression que quand on va acheter, quand on récupère un colis, par exemple, quand on le récupère à la maison de la presse, on avait beaucoup de chemin à faire pour venir jusqu'au marché. Est-ce que vous vous êtes aperçu du chemin qu'on faisait quand on allait acheter quelque chose à Auchan et qu'on revenait jusqu'à sa voiture? C'est à peu près le même chemin. Ce n'est pas une critique envers votre question, c'est une question qui est réelle et au centre du débat. Les personnes ont envie de garer leur voiture au plus près de l'endroit où ils achètent. Aujourd'hui, je crois que le débat il va plus loin, parce qu'aujourd'hui, les commerces sont plus là. Donc il faut à tout prix qu'on arrive à les faire revenir, et la rue Saint-Pierre est la rue la plus adaptée, c'est la rue la plus agréable. Moi, je l'ai connue dans ma jeunesse comme étant une rue très très animée. J'arrive même pas à me rappeler combien il y avait de boucheries et de magasins d'alimentation. Bagnols, de ce côté-là, est préservé quand on parle des grandes surfaces. Les grandes surfaces, il y en a 2, peut-être 3, enfin 2 et demi. C'est pas forcément ceux qui empêchent les petits commerces de fonctionner. Moi, je me suis aperçu tout simplement que quand on allait dans des petits commerces, les prix étaient à peu près équivalents à ce qu'on trouvait dans les grandes surfaces. Donc, c'est pas là-dessus. Qui n'a pas eu, en regardant les agriculteurs qui gagnent péniblement leur vie, se dire, tiens, si je payais mon kilo de poireaux 50 centimes de plus, ça ne me mettrait pas dans le rouge. Et pour autant, si tout le monde faisait ça, le planteur de poireaux, l'agriculteur qui fait les poireaux, vivrait beaucoup mieux. Donc, c'est une chaîne. Aujourd'hui, grâce à la transition écologique que nous a évoquée Marie-Josée précédemment, on pense plutôt à des cultures qui se trouvent tout près de chez nous, et donc avec des circuits courts qui permettent de mieux rémunérer les personnes qui les produisent. Ça peut être une solution. Un tel commerce, il y a un commerce de fruits et légumes dans la rue Saint-Pierre, peut-être qu'il pourrait avoir une plus grande envergure, un plus grand étalage. On vous a donné quelques pistes sur les commerces que nous souhaitions faire revenir. Si quelqu'un, je pense que beaucoup d'entre vous regardent l'émission de Jean-Pierre Pernaut le 13h à la télé, et il y a un site qui s'appelle SOS Village, si je me rappelle bien, donc qui permet de poster sur ce site les commerces qu'on voudrait voir revenir dans un village. Peut-être nous y trouverons notre libraire, nous y trouverons notre vendeur de cycles et notre pressing et réparateur de chaussures. Voilà. Moi, je voulais poser l'éternelle question de devenir culturel de Bagnols. Que faites-vous? Que proposez-vous pour animer le centre-ville, justement? Alors, ma chère Suzanne, ce que nous souhaitons voir revenir à tout prix, c'est la Pentecôte des sculpteurs. Notre grande idée, nous avons parlé de Collioure comme étant la cité des peintres, et nous voulons nous identifier, nous, à la cité des sculpteurs. Donc, il y avait les céramistes aussi. Mais nous en avons une céramiste, n'est-ce pas? Bien, calme-toi, oui, elle est là. Mais il faut faire quelque chose de démonstratif sur les Allées-Maillol comme c'était. Tout à fait, tout à fait. Il faudrait qu'il y ait une espèce de marché de la céramique, je ne sais pas comment ça s'appelait. Une de nos nombreuses idées, parce que ça foisonne dans des réunions avec toutes ces personnes, vous pouvez penser qu'il y a beaucoup d'idées qui émergent.
Et donc, une des idées, c'est de rallonger au maximum la saison. On sait que la saison d'été, entre guillemets, se termine avec la fête des vendanges. Si on arrivait, entre la fin août et la fête des vendanges, à trouver une paire de petits festivals à organiser, et si on faisait la même chose avant la saison, tout en étant des festivals, mais quelque chose de culturel, et nous avons des personnes qui sont très intéressées par la culture, nous arriverions à la fois à joindre l'utile à l'agréable. Et le cinéma? Alors c'est vrai qu'on ne peut pas vous imposer de rester trop longtemps sur les sièges, parce que c'est vrai que de temps en temps, ça fait mal au dos, pour pas dire ailleurs. Mais c'est vrai que nous avons réfléchi. Un vrai cinéma. Un vrai cinéma. Nous avons réfléchi à ça. Alors on a identifié ce à quoi ce qu'on voulait copier. Et le cinéma de Port-Lannes nous a semblé quelque chose d'une taille modeste, de confort certain. C'est peut-être pas les salles de cinéma perpignanaises, mais c'est quelque chose qui peut servir à la fois de cinéma et à la fois de théâtre. Je vois des acteurs dans l'assistance, donc quelque chose qui pourrait nous servir de salle culturelle. L'endroit pour le faire, alors vous allez me dire, il veut utiliser ça à tout. Mais Matifoc nous a semblé un endroit bien. Alors Matifoc, c'est le 3e tiers de la cave Martissol. La partie que vient d'acquérir ou qu'acquérira la municipalité. Il se trouve que cette cave, donc cette partie-là, est très haute et donc pourrait tout à fait recevoir une salle de cinéma. C'est une salle de cinéma un petit peu restreinte, un petit peu comme les théâtres parisiens, tout en montant. Non, pas le méga Castillé. Hein. Pas du tout. C'est même pas notre intention. Voilà. Mais je tiens à souligner, quand je vous avance des solutions comme ça, sans les avoir chiffrées, ça foisonne dans notre tête, mais quand on aura fait le compte, peut-être qu'on reviendra à des choses plus humbles. Donc le cinéma sera peut-être pas une priorité, mais fera partie de nos projets. Alors ça, on ne vous en parle pas. On ne vous en parle pas, mais il est certain que, Suzanne, tu le sais, nous ne voulons pas le voir à Martissol. Il nous semble que c'est quelque chose qui doit rester au centre-ville ou plein d'idées. Ça serait dommage de cette salle qui est. Et le bâtiment, c'est quand on a travaillé sur la réflexion de ce bâtiment, qui a été un des grands projets de notre mandature, on a trouvé un équilibre avec les associations qui a été compliqué, parce que les associations, il y a de nombreuses associations à Bagnous, ou c'est dur à dire, associations, et donc ces associations voulaient chacune une salle. Et donc nous avons réfléchi, il était plus simple de mutualiser dans le bâtiment Novelty, et donc de donner à certaines associations la salle durant une journée, le jour suivant c'était pour une autre, etc. etc. Mis à part les associations qui ont besoin de laisser du matériel à demeure, du gros matériel, je m'entends, il y avait à l'époque le labo photo, il y a aussi la couture, ils ont besoin de salles qui soient à demeure pour eux. Les autres salles étaient, je pense aux salles de sport ou de danse qui sont au dernier étage, ces salles-là donc ne pouvaient pas être mutualisées. Mais aujourd'hui, cet équilibre, il ne faudrait pas le renverser. Donc plutôt trouver une autre solution que Novelty, et je finis pas par un point, je dis quoique. Une autre question. Bonsoir. Moi, je voulais soulever tout simplement la question de la propreté à Bagnous, parce que ça me paraît, avec le temps, une question qui s'aggrave. Et qui, c'est pas très agréable de se promener à Bagnous parfois, les trottoirs sont jonchés de végétation, de chiens. Vous avez entièrement raison, et vous faites partie de la majorité des Français qui ont mis en avant 2 points, la propreté et la sécurité. C'est les 2 points forts de cette campagne municipale. Donc, comme vous, j'ai le sentiment qu'on pourrait mieux faire. Je sais qu'il y a des personnes qui... Je connais personnellement des personnes qui s'occupent de la propreté des rues, et je vous assure que c'est des gens qui travaillent.
on ne les met pas assez en avant. Et excusez-moi juste de faire une parenthèse sur le personnel communal, parce qu'on parle souvent des élus, mais il faut se pencher sur le problème des agents communaux. Les agents communaux sont des agents qui travaillent beaucoup, qui sont énormément disponibles. J'ai eu à vivre pendant le mandat que j'assurais avec mes collègues entre 2001 et 2008, nous avons dû faire face à 2 changements de directeur général des services. Et pendant ces 2 transitions, nous avons eu un personnel communal qui s'est dédié à 200% pour la commune, qui est allé bien au-delà. Et donc, c'est pareil pour le personnel qui s'occupe de la propreté. Je vous assure que ces personnels-là reçoivent des directives tous les matins. Et donc, peut-être que nous devrions multiplier, peut-être les outiller un petit peu différemment, mais il nous faut sensibiliser la population, surtout, et que chacun soit responsable un petit peu de... Voilà. De ce côté-là, je crois qu'il y a eu une... de l'environnement. Ouais. Je crois qu'il y a eu une amélioration quand même. Parce que le personnel dont vous parlez, je ne doute pas qu'il soit dévoué, compétent et qu'il fasse le travail énormément. Mais il faut que la population soit sensible à ce problème-là. Tout à fait. Je me suis simplement servi de votre question pour essayer de parler de ces personnes-là. Après, vous avez tout à fait raison, mais j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui, parce qu'on parle souvent des crottes de chiens, les crottes de chiens, je vois souvent des personnes avec leurs sacs retournés, certains même y allaient avec des sacs quand on en distribue encore au supermarché, et donc ramassent facilement les déjections de leurs amis, de nos amis. On peut toujours faire mieux, on s'y attachera. Et je veux juste vous dire, on a souvent parlé dans nos réunions de la démocratie participative. Donc, votre question que vous venez de poser, c'est très bien. On aura sûrement une commission qui traitera le sujet de la propreté, et vous serez aimablement invité à y participer. Un œil neuf, c'est toujours bon. Dans une de ces réunions, on a des fois des choses qu'on passe, jouer le rôle de Candide, c'est des fois assez porteur. Merci d'avoir posé la question. Je veux juste préciser, c'est vrai qu'on me soufflait dans l'oreille, au niveau des parkings, c'est vrai que c'est une de nos préoccupations majeures. On a réfléchi à beaucoup de choses. Comme je vous disais, on va essayer de faire en sorte de pérenniser ce parking du marché, mais il est certain que, bon, on nous a annoncé que le parking de la gare va aller 1 million d'euros. Je ne sais pas. Actuellement, je travaille pour une société qui est partenaire de SNCF Réseau, propriétaire de ce terrain. C'est pas à ce titre-là qu'ils me font une réduction, hein, pas du tout. Mais je veux essayer de les rencontrer pour essayer justement de faire peut-être baisser le prix. L'usage de ce parking est surtout dédié à la gare. Donc de ce côté-là, on ne lui enlèvera pas sa destination. Donc peut-être discuter sur une ristourne ou du moins une rétrocession un peu plus intéressante pour la commune. Il y aura quelque chose à travailler là-dessus. Et juste pour préciser, je sais qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées, juste pour préciser, souvent vous avez entendu que un élu, il détient un carnet d'adresse, il détient des dossiers qu'il pérennise, qu'il fait suivre, etc. Quand j'ai été élu en 2001, comme certains de mes policiers sont ici, on a récupéré les dossiers de ceux qui étaient arrivés avant. On n'a pas arrêté d'un jour sur l'autre ceux qui avaient été lancés par la municipalité précédente. Donc, sachez que si le port n'est pas terminé dimanche prochain, nous le terminerons. On ne laissera pas le port sans ponton. Ne vous inquiétez pas, on continuera à payer les factures, et s'il faut remplacer du personnel communal parti à retraite, on embauchera. La vie ne s'arrête pas avec un élu. Un élu ne détient pas la mairie. À la limite, les employés municipaux, je reviens sur eux parce que j'ai vraiment à cœur de parler d'eux, eux sont beaucoup plus actifs. Un élu a souvent des idées, mais ceux qui les mettent en place, c'est souvent le personnel communal. Moi, je voudrais vous donner un compliment sur la propreté. Je pense que la commune de Vagnoux est très grande. Il y a 165 rues.
il y a du matériel à la commune de Banyuls. Ensuite, ce sont des priorités. Vous le voyez bien quand vous baladez dans le village le matin. Si vous mettez 2 ou 3 brigades sur un lieu restreint pour déverser des quantités d'eau industrielle, c'est au départ, en temps voulu, d'autres endroits. D'accord? Donc, les priorités sont fixées là. Si vous achetez du matériel, et on en achète à l'heure actuelle, on est sur un achat pour enlever les chewing-gums des dalles. Donc c'est un choix. Si ce choix, il peut être fait différemment. Après, c'est vrai qu'il y a la vertu citoyenne. Et vous savez qu'une partie de cela passe, c'est pas pour se dédouaner, passe par la communauté des communes, puisque c'est elle qui est chargée du ramassage d'un certain nombre de choses et qui le fait plus ou moins bien. Donc là, les élus qui seront désignés à la communauté des communes, ils ont un travail d'approche à faire, parce que c'est vrai que quand on voit le dimanche soir des planches, des éléments de toute nature qui attendent jusqu'au jeudi, c'est pas tout à fait normal. Donc c'est vrai aussi que quand on voit des conteneurs qui se baladent n'importe où, des conteneurs cassés ou autres, c'est pas très joli à voir, il y a du vent à Banyuls, donc il faut faire le nécessaire. Mais ça, si l'on veut, c'est un travail de la communauté des communes, et je dis bien, c'est pas pour qu'on se dédouane vis-à-vis d'eux, mais c'est parce que les élus qui seront les représentants de la communauté des communes, ils doivent faire leur boulot. C'est-à-dire, ils doivent dire, Banyuls doit pas être oublié. Il y a certes 18 villages, mais on ne doit pas être en fond de cale, on ne doit pas passer après les autres. Il faut qu'on soit au même titre. Voilà. Oui, je voulais enchaîner, voilà, profitant des questions précédentes et des réponses sur la propreté, par une autre question sur la propreté aussi. J'habite au Maastricht et depuis 1 an ou 2, on n'a plus, pour ce qui est des poubelles normales, je ne parle pas des poubelles de papier, on n'a plus qu'un ramassage par semaine. Je voudrais savoir si c'est général dans Banyuls ou si c'est un régime particulier pour le Maastricht, et dans ce cas-là, pourquoi? On nous a dit qu'en fait ailleurs, il y a toujours 2 ramassages comme auparavant. Nous, on n'en a qu'un, et sauf aux vacances, je précise. Les vacances, il y a des touristes, etc. Il fait peut-être plus chaud. Là, ils ont rétabli les deux, mais sinon tout le reste du temps, on n'en a qu'une. C'est quand même un peu juste. Mais écoutez, j'habite à côté de la gendarmerie et j'ai aussi qu'un seul ramassage par semaine. Un ramassage du conteneur jaune et un ramassage des ordures ménagères. C'est à moi. Et puis, en été, il y en a 2. Ce que vous venez de dire, cher Jean-François, oui, un ramassage, mais ça ne suffit pas. Et moi, je m'inscris pleinement dans l'intervention d'André Marignetti, parce que chaque fois que je suis allé à la mairie pour dire il y a un problème avec les poubelles, alors là, oui, c'est effectivement un dédouanement. Oui, mais c'est la communauté des communes. Et la communauté des communes, par qui est-elle formée? Donne-moi le nom d'un vice-président, s'il te plaît. Oui, j'allais y venir. Jean-Michel Solé, vice-président de la communauté des communes. J'avais envie, vous savez, moi, des fois, je fais des graffitis un petit peu, je suis 68 ans. C'est moi qui ai écrit sur la banque qui a fermé Place Paul Rech. Allez dans une autre banque. On est venu ici pour vous prendre vos sous, pour que vous ouvriez vos comptes, et maintenant ils partent à Argelès. Eh bien, il faut aller changer de compte et aller dans les banques qui restent à Banyuls. Et là, effectivement, il faut changer de président, de vice-président de la communauté de communes, il faut changer d'équipe. Aujourd'hui, les poubelles qui sont à l'angle de la place Paul Rech et de l'avenue du Général de Gaulle sont depuis 10 jours pleines et débordent. J'ai envie de dire dégueule. Passez-moi la grossièreté du propos. Donc, ça ne va pas. Et j'avais envie de mettre un panneau. La propreté de ces poubelles vous est offerte par M. Jean-Michel Solé, vice-président de la communauté des communes. Bon, si je ne le ferai pas, mais je le dis. Merci Richard, j'ai juste envie de rajouter à ce que tu viens de dire que ces containers que tu vois à côté de la mairie ne devraient pas être là, parce que seulement des containers qui ont été enfouis ont été sous-dimensionnés, et donc ils ont été obligés de les mettre en surface. Bon, moi je voulais poser une
question. Les containers, une fois que les éboueurs sont passés, pourquoi les containers sont jetés par terre? Moi, je viens d'ailleurs, et ici, ils sont tous par terre. Ils sont allongés par terre. Est-ce que c'est ailleurs? Il y a de la tramontane. Non, c'est non, ailleurs. C'est pour ça. Quand il n'y a pas de tramontane, ils sont par terre. Je me suis posé la même question que toi et je l'ai demandé à l'éboueur. Et l'éboueur m'a dit, donc on le fait comme ça, exprès pour éviter que ça soit. Mais maintenant, pour compléter vos demandes, ça peut être une question qu'on peut poser à la communauté de communes, dire, écoutez, est-ce que vous pourriez ne pas coucher les containers? Moi, dans ma rue est de 80, donc s'il ne le couchait pas, j'irais trouver mon container 50 mètres plus loin. Oui. Ça roule moins vite couché que debout, c'est pour ça par rapport à la tramontane. Par contre, je ne veux pas me faire engueuler par ma colistière Marie-Josée, je la montre du doigt parce qu'elle va me le dire. La communauté de communes, elle a peut-être des compétences, mais nous, notre compétence, c'est de défendre les Bagnolais. Donc il faut chaque fois qu'une question nous est posée, nous la posions à la communauté des communes. Et même que nous obtenions pour nos habitants le meilleur. Moi, je viens de Toulouse, il y a du vent aussi. Il y en a, ils n'ont pas la tramontane. La tramontane qui les coiffe, sont morts. Bonsoir, ça concerne l'urbanisme. C'est au niveau des parcelles, derrière le Carrefour Market, le projet. Parce que vous avez dit que vous allez faire suivre le dossier. Monsieur Solé a mis en place le dossier pour la construction. Je voulais savoir si... Alors, c'est bien de terminer la phrase avec si. Mais si, parce que ce qui est prévu avec, j'ai entendu les chiffres les pires, 200 et quelques parcelles. C'est effrayant. On a parlé tout à l'heure un de nos illustres concitoyens qui nous a parlé de l'absorption de l'eau dans la terre. Si on draine toute l'eau de cette colline directement vers le bas du supermarché et donc le Baïboumou qui se trouve, on va de nouveau créer des inondations. Il faut, avant de créer ce lotissement, ça peut être fait peut-être en quelques jours, je ne sais pas, mais étudier un petit peu mieux la question que de balancer comme ça un plan avec des parcelles dessus. J'habite ce lotissement, je vois ce qu'il peut y avoir comme eau qui descend de toute cette colline. Je pense que c'est prématuré de dire tiens, demain on commence le lotissement. Il faut y réfléchir un petit peu mieux. C'est pas ce qui avait été dit. Hein. Parce que moi j'ai fait la demande et apparemment ça devait être fait courant 2020. Ouais. Bon, je pense qu'il a vendu du rêve, mais voilà. Oui, là, c'est une étude sérieuse sur cette question. Il y a 200. C'est très dangereux. En attendant, il y a beaucoup de personnes de Bagnous, il y a des jeunes qui veulent accéder à la propriété. Mais ils s'y accéderont. Et le problème c'est que s'il y a beaucoup d'élèves, des gens qui partent, ils vont ailleurs. Donc, les enfants, moins d'enfants dans les classes. On veut faire en sorte que ce lotissement se fasse. Mais de la façon qu'il a été présenté, ça ne nous semble pas tout à fait honnête de dire oui. J'habite ce lotissement, j'ai construit, donc j'étais dans les premiers qui ont construit ce lotissement, j'ai construit en 1990, j'ai acheté le terrain début 1988. Donc ce lotissement, à l'époque, était géré par l'adjoint au maire, qui s'appelait Jean-Michel Solé. Cette personne a démissionné de son mandat et donc a laissé un petit peu le dossier en suspens. Nous nous y sommes attelés. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a travaillé énormément sur ce dossier-là, tout un mandat, et notre mandat a duré plus longtemps que les autres, puisque nous avons fait 7 ans sans pouvoir débrouiller l'affaire. Tout simplement parce qu'une société lotisseuse avait fait faillite et que le repreneur ne voulait pas assumer les dettes de celui qui était avant. Je schématise juste pour le faire au plus simple. Notre souci aujourd'hui, c'est de le terminer, parce qu'en le terminant, on va pouvoir enfin donner 30 ans après les parcelles à des gens qui ont été expropriés. Ces parcelles-là sont dessinées sur un plan, mais sont inaccessibles, inconstructibles à l'heure actuelle et non viabilisées. Donc, je pense qu'en priorité, c'est ces parcelles-là qui doivent être faites, qui faisaient partie de l'ensemble qui était tout autour de la gendarmerie.
les parcelles que vous évoquez, vous, en accession à la propriété, c'est les parcelles qui sont après. Je vous dis, si demain nous sommes aux commandes, on s'attellera à faire le nécessaire pour que ce lotissement soit fait, mais on différera peut-être de quelques jours ou de quelques semaines pour faire une étude plus approfondie de tout le ruissellement qu'il y a au niveau de la colline. Je passe le micro à ma collègue. Oui, je trouve très intéressant cette question, pas simplement du point de vue de l'accession à la propriété, mais du point de vue de la responsabilité d'un maire. Vous savez que désormais, depuis maintenant une vingtaine d'années, on doit réfléchir aux risques auxquels on expose une population. Il y a à Banyuls un plan communal de prévention des risques. Si vous allez sur le site de la municipalité, vous verrez que le plan qui est exposé est celui de Jean Red. Or, un nouveau plan a été établi par la préfecture compte tenu des défauts d'évaluation du premier plan. Et, aux surprises, d'ailleurs ça a donné lieu à une émission d'1 heure sur FR3, ce plan montre que la moitié de Banyuls vit en zone de risque, et particulièrement le risque inondation et le risque incendie pour les parties les plus hautes. Moi je trouve qu'un maire qui redemande à sa population de lui faire confiance devrait exposer sur le site de la municipalité ce nouveau plan avec tout ce qu'il y a dedans. Il y a une part de malhonnêteté à ne pas l'exposer. C'est très grave parce qu'on a parlé tout à l'heure de la mise en danger de la vie d'autrui. Là, elle est finalisée par les services de l'État. Et donc, que ce soit le maire ou que ce soit nous qui venions aux commandes, nous aurons à gérer cette question. Et avec honnêteté, parce qu'il y a des gens qui ont acheté des terrains. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand on va leur dire qu'ils sont plus constructibles? C'est des vies qui peuvent être brisées comme ça. Parce qu'on préfère. C'est de la démagogie politique. Dire aux gens, oui, on va faire un logement. C'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons fait un choix plus difficile. Jean-François vous a dit, la revitalisation du centre-ville. C'est pas facile de réhabiliter des logements dans le centre-ville. Mais pourtant, c'est ce que nous proposons. Il y a des terrains sur lesquels on peut faire des choses. Mais il faut le faire de manière sérieuse. Nous savons le besoin des habitants, évidemment, d'être mieux logés. Mais doivent-ils être mieux logés au risque de leur vie? Ça, c'est pas possible. Nous sommes des gens responsables. Donc, c'est la réponse que nous faisons. Et moi, je le mets en accusation, notre maire. Comme il a fait sur ces questions budgétaires, et bien là, ce qui se passe est grave. J'ai écouté avec une grande attention l'émission de FR3, et j'attends vraiment qu'il publie le plan. Il suffit d'aller d'ailleurs sur le site de la préfecture pour le trouver. Que ce qu'on vous dit, c'est juste que nous allons étudier, ici, pas d'effet d'annonce, pas de démagogie, on va l'étudier, mais la chose se fera. Le dossier n'est pas refermé. Bon, la question qui a été posée, elle est cruciale. La zone en question, Jean-François a dit tout ce qu'il pouvait dire sur la partie qui est à col à la gendarmerie, mais tout ce qui est au-dessus de Champion, c'est-à-dire Carrefour maintenant, est hyper dangereux. On sait que c'est une zone qui est soumise à des coulées de solifluxion. Et c'est pour cela que pendant des années, on a interdit de construire derrière cette zone. Il faut savoir qu'en 1987, c'est par là qu'il y a eu une des plus grosses inondations de Banyuls. Il faut savoir que le parking de Carrefour était une vigne. Cette vigne était 1,50 m au-dessous de l'actuel Carrefour. Elle servait de mini-bassin de rétention. Si maintenant vous mettez 1, 2 ou 3 barres et un certain nombre de logements là-bas derrière, d'abord vous allez arracher des arbres en quantité et ensuite vous allez mobiliser cette terre. Donc c'est hyper dangereux. C'est très certainement une des zones où il ne faut pas construire à Banyuls. Ensuite, on a déjà vu que le lotissement qui est un peu plus haut, qui est au-dessus de la caserne Barbe, le plan a été modifié. Il y avait un plan là, qui datait de Jean Red, où devait s'effectuer un certain nombre de logements. Il y en a eu le double.
dès qu'il y a eu, il y a peut-être un mois, 200 mm d'eau, il y a eu des problèmes. Allez regarder derrière la caserne Barbe et vous verrez dans quel état c'est. Allez questionner les gens qui vivent là-bas, il y en a déjà qui ont déménagé. Et en plus, les problèmes se répercutent au niveau de dessous, c'est-à-dire des logements qui ont été construits dans les années 80. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire à Banyuls, mais il y a des zones où il faut faire attention. Moi, dans cette campagne, j'ai entendu qu'on allait construire dans le bois de la Rôde. J'ai entendu maintenant qu'on allait construire dans la zone entre Castelbéar et les Hauts-de-Fontolet, dans le fameux bois qui n'a jamais été touché par tous les maires qui se sont succédés. Bon, c'est des zones, les poumons, les arbres, les zones vertes, il faut les laisser telles quelles. En réfléchissant, on s'aperçoit qu'on peut construire dans Banyuls, dans certaines zones, en faisant attention au type de lotissement que l'on crée. Alors je me mets à la place, bien entendu, des jeunes. Ils veulent pouvoir entrer dans des lotissements en sachant que le loyer ne doit pas être trop important ou à leur mesure. Donc il faut y réfléchir, ça se fait, ça peut se faire. Moi j'ai de bons exemples, j'en ai au moins un, ce qui s'est fait par exemple au Pardal dans les années 80, avec ce qui s'est fait au-dessous, la Cardine et l'Oranol, c'est des lotissements où les gens sont entrés dans les maisons avec l'équivalent de 800 € et ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une filiale de la société HLM de logements corrects. C'est perfectible, mais ça peut se faire, mais on a intérêt à choisir les zones parce que, comme l'a dit Marie-Françoise, il y a un plan de risque qui est de plus en plus, qui pose les vrais problèmes enfin, et il ne faut pas faire n'importe quoi. Cédric va apporter des précisions. Oui, je veux réagir à ce que viennent de dire Marie-Françoise et André. Il faut savoir qu'une mairie a des obligations en matière de construction. J'ai des documents, c'est vérifiable, je les mets à disposition, sur les mesures réglementaires de prévention particulière au zonage, sur les obligations les mairies ont pour construire. C'est-à-dire qu'il faut étudier les écoulements d'eau, savoir où les diriger, savoir si quand on va diriger les écoulements d'eau, ça ne va pas impacter d'autres quartiers. C'est le cas avec le quartier Jean Ferré, puisqu'il est directement impacté par l'imperméabilisation du sol du quartier au-dessus de la caserne des pompiers. Donc si on poursuit les constructions au-dessus du supermarché, il va falloir rehausser les digues. Rehausser les digues, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? C'est la question qu'il faut se poser. Et il faut savoir également que là où on construit, on met du bitume. Là où on met du bitume, le sol devient imperméable. Donc une fois encore, on a de l'eau qui circule et qui va s'écouler et impacter d'autres quartiers. Donc il y a des obligations. Il faut savoir que la mairie est responsable de la sécurité de ses citoyens. C'est une obligation de veiller à la sécurité de ses citoyens. Donc la construction, c'est hyper réglementé et il faut l'étudier très minutieusement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Merci. Moi, je veux juste compléter, parce que je l'avais déjà dit dans une précédente réunion, mais les épisodes méditerranéens, donc qui sont des épisodes avec d'énormes pluies, l'année dernière, ils ont frappé l'Aude, où il y a eu plusieurs morts. Cet hiver, ça a frappé l'Hérault, où on a eu une coupure de voie. Et en ce début d'année, il y a eu un épisode dans le sud de la Catalogne, qui a aussi fait de nombreuses victimes. Ce que je veux vous dire, c'est que je vous ai parlé de 3 départements limitrophes au nôtre, enfin 3 régions limitrophes au nôtre, la Catalogne Sud n'a pas un département, et on se dit que tôt ou tard, ça risque de nous tomber dessus. Donc il faut faire en sorte de mieux réfléchir, et cette personne qui nous a parlé de la perméabilisation des sols, donc a tout à fait raison sur le regard qu'on doit avoir vis-à-vis de la nature. Oui, j'amène le micro. Je vais parler d'une manière générale, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, vu toutes les catastrophes que vous allez nous dire, il faut cesser de construire, il faut réhabiliter de l'ancien et cesser les constructions nouvelles? C'est notre vœu le plus cher. Voilà, alors moi les lotissements c'est bien beau, mais c'est de la construction, c'est du béton, c'est du sol qui n'est plus imperméable. Il faut réhabiliter les logements anciens aujourd'hui. C'est une politique qu'il faut mener, mais sérieusement. Une campagne électorale, c'est quelque chose que l'on construit pendant plusieurs mois.
Nous avons rencontré énormément de monde, nous avons fait beaucoup de réunions, nous avons eu des remontées d'informations importantes, des choses très intéressantes, des choses irrecevables. Certains jeunes nous ont parlé, quand on leur a évoqué la réhabilitation de l'habitat ancien, ils ont dit oui, mais moi je voudrais un petit carré de jardin à côté de ma maison. Et donc ça c'est quelque chose qu'en centre-ville, il est très difficile d'offrir. Mais on peut essayer déjà, dans certains cas, comme le dit Marie-Françoise Le Souffle, les jardins partagés, des carrés de verdure où on peut se retrouver. Et de toute façon, on essayera de répondre au mieux à la demande qui sera faite. Et je vous dis, on nous a évoqué un panel de possibilités qui est assez importante. Et avant que j'oublie, et parce que j'ai quelqu'un en ligne de mire qui me l'a soufflé, quand on a parlé de la propreté, on a parlé uniquement des chiens. Sachez que, certes, et des chats peut-être, oui, mais sachez qu'à certains endroits de Banyuls, les déjections des volatiles s'amoncellent et on trouve des tas de déjections, mais absolument effrayants. J'ai vu ça et je vous invite à aller le voir. Allez rue Camille des Moulins, donc quand vous êtes sur la place Bassère, juste devant le restaurant Alzamix, vous partez sur votre droite et avant d'attaquer la montée, vous regardez juste la deuxième maison à droite et vous serez effrayé par le tas de déjections qu'il y a des volatiles. Oui, mais les gens leur donnent à manger, ils sont obligés de revenir. Voilà. On m'a montré cela, je n'ai pas vu le général de Gaulle. Je n'ai pas pour l'instant d'autres demandes d'intervention. Et moi j'ai épuisé mes blagues. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a plus et donc on peut vous inviter à venir partager... Ah pardon, excusez-moi. Moi je voulais, pas forcément en guise de conclusion, mais au moins reparler de cette démocratie participative qui est le ciment de toute notre volonté municipale de mise en œuvre de nos projets. C'est pas de faire comme le maire. Est-ce qu'on veut continuer comme il pratique la politique municipale, c'est-à-dire dire j'ai décidé de vous faire un beau front de mer, je vous présente mon beau front de mer et vous verrez, ça sera parfait, ça apportera de la vie à la commune. Quand on regarde les résultats de la fréquentation, même en été, l'aménagement du front de mer peut être apprécié par les gens parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus propre que ce qui était avant, mais est-ce que ça profite aux Bagnoulins? Peut-être pas. Peut-être que les Bagnoulins que nous sommes aurions préféré, si on avait été consulté par référendum par exemple, donner notre avis pour dire voilà, on a d'autres priorités que cet aménagement. Peut-être qu'on l'aurait fait un peu plus tard, mais on aurait peut-être dit tiens, nos rues ne sont pas propres, nos rues ne sont pas regoudronnées. Vous avez vu ces derniers jours que le goudronnage, ça y va à mort parce qu'il faut rattraper 6 ans de retard. Et je pense qu'il faut insister sur ça. Nous voulons changer les pratiques dans la commune et c'est pour ça que notre liste est particulière parce que nous voulons faire à Banyuls Avenir Citoyen et dans cet intitulé il y a l'avenir puisque c'est devant nous que ça va se présenter, mais il est citoyen, c'est pas un nom qui a été choisi par hasard, c'est parce que c'est le ciment de notre méthode de travail et celle que l'on veut promouvoir avec la population. On est en 2020, c'est quand même extraordinaire qu'on continue dans les communes de remettre à des représentants un mandat. Pendant 6 ans, ils font ce qu'ils veulent, et puis 6 ans après, ils se représentent en disant « j'ai pas terminé ». Ben non, nous, ce qu'on veut, c'est que pendant les 6 ans, on puisse
donner notre avis quand on veut avoir un projet structurant. Hein. Je ne veux pas dire à chaque fois qu'on va faire intervenir un balayeur plutôt dans les rues de Banyuls plutôt que sur le front de mer. Il en faut dans les deux endroits, pas dans un seul. Et là, on n'a pas forcément besoin de créer un référendum. Mais si on veut, par exemple, aménager le bâtiment de Matifoc, je pense que la population doit être informée de l'existence de cette nouvelle structure et qu'on doit pouvoir lui demander son avis sur ce qu'on doit en faire, quelles sont les possibilités que ce nouveau bâtiment offre et quelles sont les priorités que chacun peut avoir à proposer. Donc cette nouvelle méthode, c'est pour ça que nous appelons à voter dimanche prochain pour la liste conduite par Jean-François Pescador. Banyuls, avenir citoyen, et j'insiste sur ce terme. Et j'espère que, bon, je profite de la présence de nos amis de Banyuls, je ne sais plus comment ils s'appellent autrement, en regrettant qu'ils n'aient pas voulu poursuivre la collaboration qu'on avait entamée avec eux et qui aurait pu permettre d'avoir une seule liste présente contre M. Solé. Vous m'avez demandé de faire une petite conclusion. Alors bon, Dominique a déjà dit un certain nombre de choses. Mais je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit et ce que nous avons entendu. Simplement, ce que j'en retiendrai, c'est que vous nous avez dit que vous aviez besoin d'élus efficaces, investis, responsables, et qui sachent travailler avec leur population, en amont et en aval. Parce que si nous sommes élus, nous consulterons en amont. Nous ferons ce que vous souhaiterez de manière privilégiée, mais nous rendrons compte. Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons d'un manque de transparence et d'une opacité dans ce qui se fait. Nous rendons compte aussi bien de ce qui se passera au conseil municipal, par évidemment des comptes rendus dans le journal et par des réunions de quartier, par la mise en place des commissions extra-municipales, mais aussi de ce qui se passe au conseil communautaire. Parce qu'il ne s'agit pas d'y aller pour recevoir des indemnités ou voir avancer sa carrière politique. Il faut aussi y aller avec la ferme volonté que la vie des Banyulins en sorte améliorée. Avec la ferme volonté de négocier pied à pied chacun des problèmes. On voit bien que la propreté, c'est un problème pour les Banyulins. On ne peut pas dire, comme j'ai entendu dire depuis 6 ans, « Ah, c'est pas de notre responsabilité ». Oui, c'est de notre responsabilité, même si elle n'est pas immédiate. La responsabilité de celui qui demande à être élu, c'est de faire en sorte, d'une manière ou d'une autre, parce que directement ou indirectement, faire en sorte qu'une solution soit trouvée. Et quand on n'arrive pas à la trouver, eh bien de dire à la population, attention, on veut nous fermer la gare. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas de notre compétence, mais on peut ensemble se bagarrer. Regardez dans des tas de villes dans le centre de la France où ça n'a pas été fait parce qu'il y a eu la coordination des services publics qui s'est créée. La poste, elle n'a pas fermé parce que plus de 2000 personnes ont signé. La gare, elle n'a pas fermé parce que des gens se sont mobilisés. Eh bien, nous voulons vous assurer que nous serons ce genre d'élus-là. C'est-à-dire, pas ceux qui diront « c'est pas possible », mais ceux qui diront « oui, on va se battre » et avec vous, et avec toutes les compétences possibles alentour, la communauté de communes, le département, la région, et voir l'Europe, puisque nous sommes à côté de notre pays de l'Europe. Voilà ce dont nous voulons vous assurer. Dimanche, si vous mettez le bulletin Banyuls Avenir Citoyen, je peux vous assurer au moins, au nom de toute notre équipe, que nous serons ces élus-là. C'est notre engagement majeur.